Pourquoi Monet a-t-il passé les 30 dernières années de sa vie à peindre le même paysage? Peut-être que tu pensais que les nymphéas c'était un tableau, mais imagine bien qu'il s'agit de 250 versions d'un même paysage. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette obsession? Aujourd'hui, je vais te montrer comment cette série monumentale nous révèle des leçons profondes sur le monde, mais aussi sur nous-mêmes. Je m'appelle Mira, je suis une artiste, et ma mission, si tu l'acceptes, c'est de te montrer à quel point l'art peut nous apporter. La peinture, c'est bien plus qu'une image figée sur une toile, c'est une émotion, une vision. Et entre lecture, exposition, documentaire que j'ai pu regarder, je trouve quand on aborde Monet, on parle souvent des techniques et des couleurs, mais pas forcément des messages, des leçons qu'on peut en tirer. Avec les nymphéas, il nous apprend une chose essentielle, accepter la vie telle qu'elle est. Et surtout, persévérer même quand c'est difficile. Aujourd'hui, je t'invite à regarder les nymphéas sous un nouveau jour. Donc c'est parti. Alors d'abord, pour te donner quelques repères, je te fais 1 minute de contexte, très rapide. Avant Monet, il y a eu plusieurs courants artistiques. On commence avec le néoclassicisme fin 18e. Donc là, c'était l'ordre, la rationalité, les thèmes qui viennent de l'Antiquité. Puis on arrive au romantisme début 19e. Et là, on met en avant l'émotion, la nature, des thèmes un peu exotiques et dramatiques. L'art commence à prendre des libertés. Et enfin, on a le réalisme, milieu 19e, où là, on cherche à représenter de manière très crue la vie quotidienne, la réalité. Et souvent, c'est dans une démarche de dénoncer des inégalités. Ces mouvements se sont enchaînés, parfois chevauchés, et chaque courant naissait en réaction à une insuffisance perçue du courant qui précédait. Donc tout ça formait un cadre très rigide, et Monet allait y répondre à sa manière, en brisant les codes. Donc Monet est né en 1840 et a été un des précurseurs de l'impressionnisme. L'idée centrale de ce courant artistique était de capturer des impressions fugitives plutôt que de représenter la réalité de manière réaliste et précise. D'ailleurs, c'est le tableau de Monet, Impression soleil levant, qui donne son nom au courant artistique. Bien sûr, au début, son travail fut assez mal perçu, rejeté des académies officielles, mais à force, il finit par trouver le succès. Et c'est dans les 30 dernières années de sa vie qu'il créa son chef-d'œuvre, les nymphéas. Et ce, à partir de la petite maison qu'il s'est fait construire à Giverny. Et là, on en arrive au cœur du sujet. Leçon numéro 1, se donner les moyens de ses ambitions. Alors Monet, c'était pas un simple peintre, c'était vraiment un créateur d'univers. En 1883, il s'installe à Giverny, donc un petit village normand tranquille, et il décide de concevoir son jardin de A à Z. Et il crée cette œuvre vivante en perpétuel mouvement. En fait, plutôt que de se contenter de ce qu'il avait déjà, il a façonné de ses propres mains sa vision du monde et son espace de création. En 1893, il va encore plus loin et il obtient l'autorisation de détourner une rivière, oui, une rivière, pour créer son étang, qui va être d'ailleurs la source d'inspiration des nymphéas principales. Et donc là, il a un jardin qui réunit tous ses thèmes de prédilection. Le ciel, la lumière, les couleurs, les reflets qui changent et qui dansent sur la surface de l'eau. Et là, tu te demandes sûrement, mais pourquoi faire? Eh bien, peut-être que Monet avait compris quelque chose d'essentiel. Quand on rêve grand, des fois, il faut provoquer un peu sa chance. C'est-à-dire qu'on est notre environnement, on est ce que l'on consomme, on est ce qui nous entoure, et l'environnement compte énormément. C'est comme un écrivain qui aménage son bureau avec une lumière, des plantes, des tableaux qui l'inspirent pour trouver sa créativité. Chaque détail a été conçu comme un microcosme, comme une métaphore de la nature entière finalement. Il n'a pas attendu que l'inspiration vienne frapper à sa porte. Donc il ne s'agit pas d'attendre que les conditions soient parfaites, Monet les a créées. Leçon numéro 2, entre persévérance et lâcher prise. Donc après avoir construit son étang, et pendant 30 ans, Monet s'est consacré corps et âme à un seul sujet, les nymphéas. Il a passé 3 décennies à peindre la même chose, des nénuphars encore et encore. Eh ben non, chaque tableau est unique. Si on prend le temps de regarder, les couleurs changent, les saisons changent, l'atmosphère et l'ambiance changent, parce qu'il peint des moments uniques. L'œuvre des nymphéas, c'est pas peindre 1000 fois la même scène, c'est peindre le passage du temps. Ce qu'il cherchait, c'était pas la perfection technique, mais c'était peindre une émotion fugace, un instant qui a l'air de s'effacer aussi vite qu'il apparaît.
Monet lui-même disait « Je veux peindre l'air dans lequel se trouve le pont, la maison, le bateau. La beauté de l'air où ils sont. Et ce n'est rien d'autre que l'impossible. » Je répète, ce n'est rien d'autre qu'impossible. Donc il savait que son but, peindre l'intangible, était impossible et pourtant il continuait. Même avec la vieillesse, la guerre, la maladie, il persévérait. Mais ce qui est encore plus fort, c'est qu'il ne se battait pas pour tout maîtriser. Il persévérait tout en lâchant prise. Et je trouve que c'est des notions qui peuvent paraître contradictoires. Persévérer tout en lâchant prise. Il poursuivait un rêve qu'il savait insaisissable, tout en acceptant que ça lui échappait. Alors le lâcher prise, c'est un concept qu'on entend souvent, mais ce n'est pas toujours bien compris. On pourrait croire que lâcher prise, ça signifie abandonner, alors que lâcher prise, c'est juste accepter que tout n'est pas sous notre contrôle. Donc c'est là on en revient au fait que Monet ne cherchait pas à peindre chaque feuille à la perfection. Il voulait capturer l'essence du moment, parce qu'au fond, là où on éprouve le plus de plaisir, peut-être, c'est dans le processus plutôt que dans le résultat final. Pour lui, la répétition n'était pas synonyme de stagnation. Il nous montre que même si une journée peut sembler identique à une autre, chaque moment est unique. C'est comme aller regarder un coucher de soleil tous les soirs. Jamais vraiment la même chose, mais toujours aussi beau. Les Nymphéas, au fond, c'est pas juste une série de tableaux, c'est une métaphore de la vie. Pour trouver un sens à notre existence ou réaliser un rêve, il faut être déterminé, oui, mais il faut aussi laisser place à l'imprévu et comprendre que l'incertitude fait partie du voyage. À travers ces toiles, Monet nous pousse à embrasser le changement, persévérer sans tout contrôler. C'est la tension qu'a incarné Monet. Leçon numéro 3, l'art de la contemplation et de l'introspection. Monet, avant d'être un peintre, c'est un observateur infatigable. Il a passé des heures, des jours, des semaines à observer la nature et à remarquer des détails que la plupart des gens auraient ignorés. C'est sa patience qui finalement lui a permis de créer cette œuvre. Comment est-ce qu'il aurait eu l'idée de créer ce projet monumental qui a marqué des générations s'il n'avait même pas pris le temps de s'arrêter et de voir chaque détail qui l'entourait? Alors finalement, est-ce que c'est pas aussi ça qu'il nous enseigne? Contempler, introspecter et méditer. Parce que quand on regarde le monde avec plus de patience et moins de jugement, on trouve de la richesse dans chaque petit moment. Ces toiles sont des poésies visuelles où les éléments fusionnent. Il utilisait des bleus pour peindre l'ombre, ou il utilisait du rose, du violet, même du vert pour peindre l'eau qui est normalement bleue. Quelque part, il nous dit « Arrête-toi et regarde, ne cherche pas à tout comprendre, ne cherche pas à tout rationaliser ». Monet ne cherchait pas à imposer un sens à son œuvre, mais à créer une expérience hypnotique. Il nous montre que l'introspection et la contemplation ne sont pas une perte de temps, mais des clés pour se reconnecter à l'essentiel. Et contrairement aux courants artistiques qui l'ont précédé, Monet ne cherchait pas à mettre en avant des personnages, il racontait pas vraiment des histoires à travers ses tableaux. Il ne peignait même pas vraiment des nénuphars, ou si on cite ses autres séries, il ne peignait pas des meules de foin ou des cathédrales. Il peignait une atmosphère. Il a transformé l'intangible en art. D'autant plus qu'il a peint ses œuvres avant et même pendant la guerre, et il est dit que ces tableaux représentent un message de paix, un message intemporel. Et quand on regarde un peu plus près ces tableaux, c'est vrai qu'il n'y a aucune présence humaine. On peut voir ça comme un jardin d'Éden, libre de toute civilisation, de toute construction urbaine. Leçon numéro 4, assumer être hors norme et briser les codes. Là, on en arrive à ma partie préférée. Parce que Monet a brisé tellement de codes, c'est un révolutionnaire, et tout ça en restant tranquille chez lui. Donc à l'époque, comme je disais, les règles étaient quand même assez rigides. Il suffit de voir les avant-après Monet pour mesurer la bouffée d'air qu'il a été pour l'art. Son œuvre a ouvert de nouvelles perspectives, non seulement esthétiques, mais aussi philosophiques. Et on va regarder ça étape par étape. En petit 1, les techniques de peinture. Monet faisait des coups de pinceau très rapides et légers, qu'on appelle aussi impression ou tache. Cette technique très rapide lui permettait de capturer ces variations fugitives et de les placer dans des moments suspendus. La technique elle-même nous donne cette impression d'instant qu'on saisit et qu'on capture. Donc cette approche émotionnelle
combiné à une utilisation assez audacieuse des couleurs, donnait une dynamique et une profondeur unique à ses œuvres. Plutôt que de peindre minutieusement les détails d'un objet, il peignait l'impression de ce qu'il voyait et ressentait, construisant ainsi la transition vers l'abstraction. Petit 2, le sujet. Je vais le répéter une dernière fois dans cette vidéo, mais au moins vous vous en souviendrez. Monet ne se focalisait pas tant sur le sujet lui-même que sur l'interaction entre la lumière et les couleurs à différents moments de la journée. Et ça, c'était un concept révolutionnaire à l'époque. Ça créait des compositions où tout semblait flotter, et où l'observateur était invité à ressentir plutôt qu'à interpréter. Petit 3, la perspective. Là où les peintres classiques utilisaient une perspective linéaire pour guider l'œil vers un point de fuite, Monet faisait disparaître cette structure. Il n'y a pas de repère visuel fixe, c'est-à-dire qu'on ne voit ni horizon, ni ciel, ni terre. On est littéralement suspendu entre ces nénuphars qui flottent et leurs reflets. Et là c'est intéressant parce que coexistent sur le même plan des objets réels comme les nénuphars avec des objets qui sont suggérés, qui ne sont pas peints directement. C'est-à-dire qu'on va deviner leur présence grâce aux reflets, comme les arbres qui ont un reflet qui plonge sur l'eau. Et on va avoir cette sensation de se perdre dans quelque chose de plus vaste en regardant l'eau, parce que dans l'eau se reflète le ciel. Il y a comme un mélange des matières. Finalement, la plupart des objets qu'on voit dans les nymphéas sont hors champ, sont hors cadre. C'est comme si le décor débordait et se poursuivait. Et ça donne une impression d'infini. Finalement, les nymphéas, ce sont juste un aperçu de tout un paysage luxuriant qu'on devine. Et donc cette absence de repères traditionnels désoriente un peu l'œil, crée un espèce d'effet d'optique où on se sent dans un univers clos mais en même temps infini. L'œil est invité à se perdre librement entre les formes et les couleurs sans être happé par des points fixes. Donc là, il s'agit d'une technique innovante qui s'appelle all-over et qui a profondément inspiré les peintres à venir de l'expressionnisme abstrait, notamment Jackson Pollock, dont la technique du dripping reprend cette idée qu'il n'y a ni début ni fin et que l'histoire se poursuit hors du cadre du tableau. Petit 4, toile et perspective. Monet voyait grand. Littéralement. Certaines de ces toiles mesurent jusqu'à 17 mètres de long. Je sais pas si vous imaginez le travail. Et il avait même un atelier spécial d'une quinzaine de mètres de haut pour mener à bien ce projet. En fait, quand il peignait ces toiles, il imaginait déjà la manière dont ces peintures seraient exposées. Il a pensé les nymphéas pour que ces grandes toiles soient suspendues en cercle, comme si une journée ou une année de 4 saisons s'écoulait sous les yeux du spectateur en continu. Finalement, il a fait don d'une partie puis de la totalité des nymphéas à la France le lendemain de l'armistice du 11 novembre 1918, en écrivant une lettre à son ami Georges Clemenceau. Clemenceau s'engage alors à trouver un lieu d'accueil et c'est l'Orangerie qui est choisie. Ce qui est intéressant, c'est que Monet a personnellement supervisé la conception des salles, la scénographie, en collaboration avec l'architecte Camille Lefebvre. Même si le résultat final est différent du projet initial, l'effet est amplement réussi. Si vous allez au musée de l'Orangerie, vous vous en rendrez compte par vous-même. Il y a 8 compositions différentes dans 2 salles qui sont spécialement aménagées. Elles y sont installées en 1927 après la mort de Monet. Elles y forment une continuité et sont disposées en un cercle infini sur une centaine de mètres carrés. Alors, toutes donnent le même point de vue, de l'eau, sans terre ni ciel comme on a pu déjà discuter. Donc là c'est l'avènement d'une réalité plus vaste, plus abstraite aussi. L'installation réussit à représenter la nature dans sa totalité, infiniment variée et changeante mais pourtant organiquement continue. On a donc une impression de liaison, une continuité visuelle qui vient absorber le spectateur pour une immersion totale. C'était une expérience sensitive et méditative. Et c'est assez drôle parce que là encore, Monet était avant-gardiste. Aujourd'hui, les expériences immersives sont vraiment en vogue et lui avait déjà réfléchi à l'époque à comment engager émotionnellement le spectateur, à lui faire ressentir quelque chose d'unique avec les moyens qu'il avait. Dans cette scénographie, le symbolisme est extrêmement fort. En fait, si vous regardez de plus près, les 2 salles qui sont en forme d'ellipse où sont exposés les tableaux sont conçues pour former le symbole de l'infini en mathématiques. En plus de ça, on a fait attention aux directions est-ouest du bâtiment pour que quand on se balade, les compositions décrivent les différents moments de la journée. Comme si le soleil se levait dans une salle et se couchait dans l'autre. Donc le visiteur en marchant voit défiler le temps, les journées, les saisons, les années. Et ces choix sont loin d'être anodins. Monet, encore une fois, transcendait les limites physiques pour
créer une expérience globalisante. Et en fait, il a réussi à créer cette recette super intéressante, si on reprend ce que j'ai déjà dit précédemment. Entre le jardin, la nature qui est suggérée seulement par les reflets, entre le sujet des nymphéas lui-même, qui est de peindre les variations du temps qui passe, entre l'installation qui te fait rentrer dans cette boucle infinie, et donc entre la continuité temporelle et l'absence de frontières, tout ça aboutit à un sentiment d'immensité. Le spectateur est littéralement plongé dans une nature sans fin par plusieurs biais. Moi j'adore parce que Monet a créé une œuvre qui est super cohérente par beaucoup d'aspects. C'est une expérience hors du temps, une méditation sur l'infinité de la nature. En plus, la scénographie, la manière dont tout ça a été agencé, c'est aussi une allégorie de la paix. L'agencement a été conçu après la Première Guerre mondiale. Et l'effet, c'est vraiment un havre de paix au milieu de la ville. Un espace de réflexion où le visiteur est invité à introspecter et à s'évader. Donc cette dimension d'illimité et d'expérience globalisante va intéresser aussi les expressionnistes abstraits. Les leçons que moi je tire de comment Monet a brisé les codes et suivi ses propres règles, c'est que, en fait, aujourd'hui, je trouve qu'on est formaté pour être tous pareils. On a une pression sociale pour faire comme les autres, pour appartenir à des cases. On est profondément influencé par les pensées de tout le monde, notamment avec les réseaux sociaux. Et je trouve que la différence aujourd'hui est même vue comme une faiblesse, un sujet de moquerie, comme une excuse pour être brimé, malmené. Mais quand on regarde Monet, on voit à quel point il est possible de réussir en étant différent. Et je dirais que c'est même sa différence qui a fait qu'il a eu un tel succès qu'il a réussi à inspirer des générations et des générations. Dans son cas, sa différence a même réalisé l'œuvre de sa vie. Alors finalement, est-ce que ça nous dit pas que ce soit dans l'art ou dans la vie, le véritable succès, on le trouve quand on suit son propre chemin, quand on suit sa propre voie? Moi, je serais curieuse de savoir comment il était vraiment perçu à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on met sur un piédestal. Mais je pense que quand il a créé ses œuvres, bon, à vérifier, je pense que ça a dû être très dur pour lui, que peut-être beaucoup de gens ne croyaient pas forcément à son projet. Donc je trouve que c'est un vrai encouragement à suivre ses idées, à innover et à être différent. Donc c'est drôle parce qu'on dit que c'est un précurseur. Mais moi je pense que c'était pas forcément prémédité, dans le sens où il s'est pas dit je vais faire tout ça pour être précurseur, pour casser les codes. Je pense pas qu'il ait eu en tête ce qui allait se passer après lui. Juste, il avait une vision, il était libre et il est allé jusqu'au bout de ses idées. Alors, est-ce que finalement, les précurseurs sont pas des libres penseurs qui se donnent les moyens de leurs ambitions? On en arrive à la dernière leçon, c'est bientôt fini. Leçon numéro 5, la difficulté comme moyen de grandir. À partir de 1895, Monet souffre de cataracte. Il perd donc progressivement la vue. La vue qui, je le rappelle, est quand même son outil principal de travail. Et alors, ses tableaux deviennent plus flous, plus abstraits, encore plus centrés sur l'atmosphère plutôt que les détails. Il a une première opération de la cataracte qui échoue et ça vient altérer sa vision des couleurs. Et malgré sa maladie, Monet continue à peindre. Les changements dans son style sont donc partiellement dus à une vue déclinante, mais également à une évolution naturelle de son art. Et il se dirige donc vers plus d'abstraction. Et ces toiles en deviennent un témoignage de la résilience, de la volonté de transcender la simple représentation pour arriver à l'essence du ressenti, à l'essence de la nature. Les détails se diluent, les teintes deviennent plus aléatoires. La vision particulière de Monet ouvre de nouveaux champs créatifs, notamment avec des monochromes bleus et rouges. Donc là, encore une fois, il vient influencer le monde de l'art et arrive à des bases de l'art abstrait, de l'art expressionniste. Donc les nymphéas de Monet ont profondément influencé l'art moderne en rompant avec les conventions académiques et en explorant de nouvelles techniques, de nouvelles approches. En fait, c'est l'arrivée d'une nouvelle ère où l'émotion prime sur la représentation. Et il inspira de nombreux peintres, notamment Van Gogh, Paul Cézanne, Andy Warhol ou encore Roy Lichtenstein. Je sais pas si je le dis bien. Alors, j'en arrive à une pré-conclusion. J'ai envie de vous dire ce que les nymphéas m'enseignent sur ma propre vie.
En fait, quand j'ai fait toutes ces recherches, je me suis dit, mais c'est dingue. En fait, on est dans une société déjà de la surconsommation, mais aussi où on en attend beaucoup en très peu de temps. On attend de toi que tu aies toutes les réponses dans ta vie, que tu saches où tu vas. On attend de toi que quand tu te lances dans un projet, tu réussisses très rapidement, que tu aies tes premiers résultats en 1 mois, 6 mois. Et ce que je trouve fou, c'est que Monet est profondément ancré dans l'histoire aujourd'hui. Et l'œuvre principale dont on retient de lui, finalement, c'est les Nymphéas. Un projet qui lui a pris 30 ans. 30 ans. Et qu'il a commencé, je crois, à la 60aine. Et là, c'est encore super intéressant. Moi, là, j'ai 24 ans et j'ai l'impression qu'on nous dit qu'à la vingtaine, on doit tout vivre. Et qu'après ça, t'as une date de péremption où c'est juste le reste de ta vie et tu peux plus rien accomplir de grand. Tu dois te concentrer sur les autres et t'as beaucoup plus de responsabilités. Moi, je trouve que cette œuvre donne un message super inspirant, qu'il n'y a pas de date limite, qu'il n'y a pas d'âge limite pour commencer un projet. Et que des fois, prendre le temps, ce n'est pas synonyme d'échec. Donc moi, c'est vraiment ça qui me touche le plus dans cette œuvre. Je t'invite peut-être en commentaire à toi me dire qu'est-ce que tout ça t'inspire. Ça m'intéresserait d'avoir aussi ton interprétation de cette œuvre, parce que je suis sûre qu'on ne ressent pas tous la même chose. Alors quand vous verrez ce tableau la prochaine fois, vous ne verrez plus seulement une mare avec des nénuphars un peu sympas, mais le dépassement des conventions, le combat contre la maladie, la persévérance, la contemplation et la vision grandiose d'un homme armé seulement de son pinceau. Monet est peut-être juste un messager, il a arrêté le temps pour nous faire comprendre que l'œuvre n'est pas le tableau. Le véritable art est la nature, est le moment présent, est ce qu'il y a devant nos yeux si on prend le temps d'observer. Ce tableau n'est pas qu'un tableau, c'est l'œuvre d'une vie, une source d'inspiration pour des dizaines de futurs artistes et les prémices de nouveaux courants artistiques majeurs. S'il vous plaît, allez à l'Orangerie ou à Giverny et je suis sûre que vous ressentirez une émotion. Peut-être que tout ce qu'on s'est dit vous reviendra et vous pourrez vivre l'expérience des Nymphéas à 100%. Alors, je fais un petit saut dans le temps parce que là, je m'apprête à publier la vidéo et je voulais juste te dire à quel point ça a été une galère. J'ai fini la vidéo 3 fois et j'ai dû la refilmer 3 fois. Donc, ça a été un énorme travail de recherche, un énorme travail de tournage et de montage. Donc si jamais le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à me le faire savoir. Comme ça me motivera à continuer. Et je répète, merci d'être resté jusque là. Allez, bisous. Est-ce que ça filme? Oui.